Alors, est-ce que vous reconnaissez cette image? Normalement, oui. C'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. En russe, ça a été traduit par Маленький принц, donc Le Petit Prince, et Antoine de Saint-Exupéry, ici, a été russisé en Antoine de Saint-Exupéry. Ça se prononce comme ça. Et donc aujourd'hui, pour vous expliquer un peu le contexte, mes élèves ont décidé de traduire, comme c'est les vacances, ils s'organisent entre eux des petites sessions de travail durant cet été. Et ils ont choisi de traduire, donc de faire un travail de thème, c'est-à-dire de traduire de la langue apprise vers la langue natale, donc du russe au français. Et ils ont choisi de commencer avec Le Petit Prince, plus exactement même la préface. Ils ont déjà traduit la partie qui est en gras. Et ils m'ont envoyé leur travail et aujourd'hui, on va le corriger. Donc sans plus attendre, moi ce que je recommande, mon premier conseil avant quoi que ce soit quand on fait un travail de thème, c'est d'abord de lire. Faut pas y aller. Vous avez forcément entendu qu'il faut pas faire du mot à mot lorsque l'on traduit. Bon, ça, je pense que vous le savez pour toutes les langues. Mais même faire du phrase par phrase, en fait, c'est pas top. L'idéal, c'est d'abord de prendre connaissance du texte. C'est pour ça qu'on va d'abord le lire en français en entier, enfin, juste la préface de ce que vous voyez à l'écran. Comme ça, on comprend l'esprit, entre guillemets, du texte, et ça nous permet de mieux appréhender la traduction, puisqu'elle sera faite en contexte. Donc, on commence. À Léon Verte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon. Voilà, donc ça nous permet déjà d'avoir un meilleur regard sur le texte avant de faire du mot à mot. Je demande pardon aux enfants. Là, on comprend l'aspect, on va dire, enfantin du texte. C'est pour ça que on va privilégier des structures plus simples qui sont c'est pas un texte c'est pas du Proust, c'est un texte qui est destiné à des enfants, et donc on va prendre ça en compte lorsqu'il faudra faire des choix dans la traduction. Bon, je vous l'accorde, ce que l'on va traduire, c'est pas non plus très complexe, il n'y a pas vraiment de choix importants à faire qui font que il y a une absolue nécessité de prendre connaissance de l'esprit, entre guillemets, du texte avant de le traduire, mais c'est quand même une bonne chose, c'est quand même une bonne chose à faire, une bonne habitude à prendre. Et donc on va commencer, donc en noir le texte français, ici, le texte français, en gris c'est la traduction officielle en russe, enfin officielle, d'une édition que j'ai trouvée qui a été traduite par des professionnels, par des traducteurs professionnels, et en noir c'est en dessous, donc en russe c'est ce qu'ont fait mes élèves, et on va passer cela en revue. Tout d'abord, j'ai mis 3 petits points ici parce que vous n'avez pas traduit le à Léon Verte. Pourtant, ça fait partie de la préface. Elle commence comme ça, à Léon Verte, et pour le coup, ce qui a été mis en russe, c'est juste. Je veux dire, tout ce qui est en gris, ça va être juste puisque c'est la traduction officielle, et c'est Leonu Verto. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a ou derrière? Bon, je pense que mes élèves, vous le savez, mais pour expliquer à tout le monde, c'est parce que c'est au datif. En fait, en russe, il y a des différents cas, différentes déclinaisons, et en fonction de si on va dire de Léon Verte, pour Léon Verte, à Léon Verte, avec Léon Verte, la terminaison va être différente. En l'occurrence, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais comme on est sur un complément d'objet indirect, à qui, à quoi, à Léon Verte, donc à qui, eh bien, ça va être Leonu Verto. Pour le masculin, c'est avec le ou. Leonu Verto. Donc, c'est du datif à Léon Verte. Leonu Verto.
Je demande pardon aux enfants. Donc, ce que vous m'avez proposé comme traduction, c'est «Я прошу прощения у детей». Alors, et la traduction qui a été choisie par l'édition russe, c'est «Прошу детей простить меня». Alors, ici, «Прошу прощения», je dirais que c'est pas une erreur. C'est vrai que, bon, forcément, je vais le dire à chaque fois, mais la traduction russe initiale, enfin, officielle, semble plus naturelle, vu qu'elle a probablement été faite ou bien au moins révisée par des natifs. Mais il y a «Прошу прощения», pour faire quand même un peu de contexte, «Прошу прощения», donc littéralement c'est «je demande pardon», hein, c'est vraiment littéralement ça. «Я прошу прощения», je demande pardon aux enfants ou детей. Je veux dire, la phrase est correcte grammaticalement et dans le sens aussi, hein, je veux dire, ça peut être utilisé. «Прошу прощения», c'est ce qu'on dit par exemple lorsque, je sais pas moi, on doit se déplacer, il y a beaucoup de personnes, et on dit «Oh, прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения». Vous voyez, c'est comme quand on dit pardon, 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 en russe, «прошу прощения». Donc c'est le verbe простить, hein, le même qui est просить, pardon, du coup non, c'est pas le même du tout. Простить, c'est pardonner. Просить, c'est demander, demander de faire quelque chose. Ils sont vraiment proches à une lettre l'un de l'autre. Hein. Просить, c'est demander. Простить, c'est excuser ou pardonner. Excuser, oui. On a aussi d'autres verbes qui signifient excuser, pardonner, comme извинить, par exemple. Et c'est vrai que, bon, moi je vous le dis, naturellement, j'aurais pas vraiment choisi «Я прошу прощения». J'aurais plutôt dit, bon, ça c'est plus par rapport à la manière dont, dont je comprends le texte et dont c'est ma sensibilité russe, entre guillemets, j'aurais plutôt dit «Я извиняюсь перед детьми». Donc, ça c'est ma traduction. Elle n'est pas aussi bonne que celle de l'édition, mais je vous la partage quand même pour vous montrer un peu la réflexion. «Я извиняюсь», ça veut dire «je m'excuse». Alors, c'est vrai qu'on change un peu le sens, parce que «je demande pardon», c'est demander pardon, alors que «Я извиняюсь», c'est le verbe réfléchi s'excuser, hein, c'est le verbe извиняться, hein, c'est извиняться, qui signifie s'excuser. Hein. Donc, certes, on change un peu le sens. Et перед детьми, ça veut dire face aux enfants. Je m'excuse face ou auprès des enfants. Donc, je m'excuse aux enfants. Enfin, vous voyez, en russe, c'est comme ça qu'on le dit. Перед. Je m'excuse face aux enfants. Я извиняюсь перед детьми. C'est comme ça que je l'aurais traduit. Même si, aussi bien ma traduction que celle que vous avez proposée, je veux dire, elles sont correctes, hein, mais voilà, il faut toujours avoir en référence, quand il y en a une, la traduction officielle. Donc, je demande pardon aux enfants. Прошу детей простить меня. Прошу, c'est je demande. Детей aux enfants. Простить, pardonner. Меня, me. Je demande aux enfants de me pardonner. Детей, c'est du génitif ou de l'accusatif, et меня, c'est de l'accusatif. Et donc, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. D'avoir dédié ce livre à une grande personne. Donc, vous avez proposé «За то, что посвятил эту книгу взрослому». Donc, et c'est très proche finalement de la traduction officielle qui est «За то, что я посвятил эту книжку взрослому». Alors, quelles sont les différences? Déjà, par rapport à la ponctuation, ici, il n'y a en effet pas besoin de virgule, puisqu'il n'y a pas de... Enfin, c'est «zato», la virgule, on la met devant le «что». Donc, pour le coup, là, vous avez bien fait. Mais ici, en effet, on ne met pas de virgule. Ensuite, donc, «zato, что я посвятил». Donc, parce que moi, j'ai
dédié, consacré ce livre. Donc en russe, ils ont choisi de mettre l'article, le pronom personnel, ce qui n'est pas obligatoire. Donc le fait que vous ne l'ayez pas mis... alors attendez. Parce que au présent, on n'est pas obligé de le mettre, puisque la terminaison du verbe, eh bien, elle est suffisamment claire et ça indique, on comprend qui est le sujet. Si je dis pasfichayu, c'est je consacre, je dédie, mais il n'y a pas, enfin, on sait que c'est je même si je le précise pas. Étant donné qu'on est au passé ici avec pasfitil, c'est vrai que l'utilisation du pronom personnel sujet ya, elle se justifie. Après, si dans le texte, étant donné que dans le texte précédemment, le sujet c'est quand même я прошу прощения у детей за то, что посвятил эту книгу. Bon, c'est correct parce que on comprend par le, il n'y a pas de contresens possible. Hein. Celui qui a dédié le livre dans cette phrase-là, aussi bien que dans la vôtre, on comprend très, très clairement que c'est le narrateur, que c'est je, que c'est ya. Donc finalement, c'est pas, je sais même pas si ce serait en fait une erreur de ne pas le mettre. Donc bon, c'est bon pour ça. Donc за то, что я посвятил эту книжку, et vous avez proposé эту книгу. Dans les deux cas, c'est correct. L'auteur, le traducteur russe a choisi de mettre книжку, très probablement parce que comme c'est un livre pour enfants, eh bien, il a préféré dire книжка au lieu de книга, parce que voilà, c'est un mot un peu plus... c'est le diminutif en fait de kniga, mais c'est pas forcément un petit livre, c'est un diminutif un peu affectif, si vous voulez. C'est un diminutif affectif qui qualifie pas forcément la taille du livre, c'est simplement, voilà, c'est un vocabulaire un peu plus enfantin. Donc, pour le coup, c'est pas mal d'avoir mis knižku, même si knigu reste tout à fait correct, parce qu'après tout, ce que le lecteur y tient dans les mains, ça reste kniga, ça reste un livre. Et ensuite, vzroslamu, donc à un adulte, eh bien, là aussi, vous êtes d'accord, c'est du datif, parce que c'est à qui, c'est à une grande personne, et vzrosli, c'est, ça veut dire justement un adulte, c'est à la fois un adjectif et à la fois un nom, vzrosli. Hein. Le mot vzrosli, ça veut dire adulte, aussi bien adjectif que le nom. Donc, et dans la racine de vzrosli, il y a, de quel mot ça vient? Il y a ros dedans. Ros, on le retrouve dans des mots comme rost, qui signifie la croissance, aussi bien la croissance, le fait de grandir quand on est petit, on grandit, c'est la croissance, que la croissance économique. Hein, rost VVP, la croissance du PIB. En russe, le PIB c'est VVP comme ça. Внутренний валовой продукт. Enfin, on s'éloigne un peu du thème. Et le verbe lié à tout ça, c'est расти. Расти, c'est le verbe croître. Avec, voilà, croître. Расти. Et ça a d'ailleurs donné, pour continuer de s'amuser un peu avec les mots de la même famille, le mot растение. Растение, c'est une plante. Растение. Donc voilà. Взрослый, qui signifie un adulte, c'est celui qui a grandi, finalement. Рос, тот, кто рос. D'ailleurs, le passé de расти, au passé pour dire il a, voilà, croître, grandir. Pour dire il a grandi, on va dire on ros. On ros, c'est il a grandi. Hein, si vous regardez un tableau de conjugaison du verbe rasti, au passé, ça va être ros. Ros pour le masculin, rasla pour le féminin, roslo pour le neutre,
et росли avec un i pour le pluriel. Donc voilà. За то, что я посвятил эту книжку взрослому. Ou bien за то, что посвятил эту книгу взрослому. Ok? Donc, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Donc, on continue. J'ai une excuse sérieuse. У меня есть серьезные оправдания. Et dans la traduction officielle, скажу в оправдание. Donc, j'ai une excuse sérieuse. Alors pour ça, c'est quoi? On va regarder en russe les différentes traductions du mot excuse en français. Donc, on va passer dans le dictionnaire Multitrans, celui que je recommande, pour faire du mot, enfin pour avoir la traduction d'un mot bien précis. Et donc, on nous propose извинение. Donc, dans la racine de извинение, il y a, enfin, c'est la même racine que извинить. Извини. Donc, c'est une excuse dans le sens le fait d'excuser. Извинение. Donc, ça va pas vraiment être celui qu'on cherche. Оправдание. Alors, celui-ci, il y a dans la racine, il y a правда. Правда, c'est la vérité, la justice. Et donc, оправдание, ça veut dire c'est une justification. Оправдание. Отговорка, bon, on va le passer. Et повод, c'est une raison, une excuse. Donc, повод, c'est ce qui a mené à faire quelque chose. Si on regarde la définition dans le dictionnaire, vous voyez, je l'avais fait pour оправдание tout à l'heure. Si on regarde повод, donc ça va être cette définition-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que повод, c'est обстоятельства, donc c'est une circonstance, способные стать причиной, capable de devenir une raison, или основанием чего-либо действия. Donc c'est une circonstance capable de devenir la cause ou bien le fondement de l'action de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc ça, c'est le mot повод. Donc повод, je le trouve aussi pas mal pour notre situation là, de parler d'excuses. Le fait est que извинение, je pense que vous êtes d'accord pour l'écarter, étant donné que извинение, c'est vraiment le fait d'excuser. C'est je demande des excuses, par exemple. C'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on dit quand on emploie извинение. Mais c'est pas une excuse dans le sens la cause de quelque chose. Оправдание, justification, vous voyez que c'est la traduction officielle, même s'il l'utilise un peu différemment de nous. Et повод, c'est celui que moi j'aurais utilisé à titre personnel. Et si on veut reprendre la structure française et la calquer en russe, au lieu de mettre серьезное оправдание, moi j'aurais plutôt mis повод. У меня. Et plutôt que de mettre. Parce qu'en français, ok, une excuse sérieuse, bon, pourquoi pas. En russe, je trouve que ça sonne un peu bizarre, mais bon, ça à la rigueur, c'est plus mon ressenti qu'une règle ou quelque chose qui est justifié par le dictionnaire ou quoi. Mais je dirais plutôt у меня свои поводы. J'ai mes raisons. У меня свои поводы. Je l'aurais traduit comme ça pour calquer voilà, la phrase française. Mais malgré tout, on reste dans notre logiciel français puisque les traducteurs officiels, le choix qu'ils ont fait, le choix qui a été fait, ça a été de dire скажу в оправдание. Donc littéralement, je dirais en justification. Donc en fait, je dirais pour me justifier, si vous voulez. Скажу, c'est je dirais, c'est le verbe сказать, le verbe dire. Et в оправдание, оправдание ici, il est décliné, mais il n'a pas changé, à l'accusatif. Donc c'est comme si ce que l'on dit, il y avait un mouvement qui va vers la justification, si vous voulez. Donc je dirais comme justification, on peut le, si on veut le retraduire en français, c'est comme ça qu'on le ferait. Je dirais en justification ou comme justification. Et donc la suite du coup, j'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. Donc
vous avez proposé этот взрослый мой лучший друг во всем мире. Ou bien, vous avez mis entre parenthèses в мире, peut-être qu'il y a eu un petit débat en interne si on disait во всем мире ou bien в мире. Et ensuite, la traduction officielle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit этот взрослый, donc on est d'accord. Le tiré, on est d'accord. Мой самый лучший друг. Mon plus meilleur ami. Et donc, on va commenter ça. Déjà, bon, le tiré, on n'a pas de clavier russe, et même avec le clavier russe, je crois que c'est un code spécifique qu'il faut rentrer avec les alt pour avoir ça. Donc bon, on se comprend que là, c'est bien le même tiré qui a été utilisé. Этот взрослый, donc on est d'accord. Et c'est ensuite pour dire le meilleur ami que j'ai au monde. Alors, si on avait voulu faire du copier-coller au texte, donc vraiment rester sur l'idée originale du texte, on aurait dit cette grande personne, je vais recopier en entier, ça va pas nous tuer, этот взрослый, peut-être, ouais, si on fait comme ça, c'est bon. Лучший друг, le meilleur ami, который у меня был в мире ou bien на свете. Pour faire une variante, je vais mettre на свете. На свете. Donc, на свете, c'est un synonyme de в мире, hein, dans le monde. Mais malgré tout, c'est pas ce que j'aurais mis, parce que la formulation est un peu lourde quand même. Cette personne, cet adulte, le meilleur ami que j'ai eu dans le monde. Который у меня был на свете. C'est pas assez concis, c'est un peu lourd, d'autant plus que, voilà, en russe, je vous le dis, ce que j'aurais dit, c'est justement самый лучший друг, parce qu'il y a justement cette possibilité en russe qui est d'insister. C'est-à-dire que nous, en français, on dit juste meilleur ami. Au-dessus de meilleur ami, il n'y a pas de... faut réfléchir pour inventer quelque chose, pour trouver une appellation encore plus... qui traduit d'encore plus d'amitié. En russe, on peut dire самый лучший, le plus meilleur. Самый, c'est ce qui est utilisé pour former les superlatifs. Hein. Par exemple, attendez, il faut que je passe à une autre page, donc on va faire ça. Voilà. Si je dis он самый умный ученик, non, il n'y a qu'un seul N en effet. Ученик в классе. Он самый умный ученик в классе. Il est le plus самый умный, intelligent, ученик, l'étudiant, l'écolier, l'élève, в классе, dans la classe. Voilà. Il est le plus intelligent, он самый умный. Mais en français, on ne peut pas dire le plus meilleur. Hein, on dit juste le meilleur. On ne dit pas le plus meilleur. En russe, on peut. On peut dire он самый лучший ученик в классе. C'est le plus meilleur élève de la classe. Même si on aurait pu juste mettre он лучший ученик в классе. Même si самый лучший, ça ajoute encore une couche supplémentaire. Et du coup, on peut faire pareil pour l'amitié. Hein. Он самый лучший друг. Et c'est pour ça que en russe, le choix ici a été parfait de mettre самый лучший друг. C'est vraiment ce qui est le plus naturel et qui en plus est le plus concis, même si on perd l'idée de meilleur ami que j'ai dans le monde, que j'ai au monde, même si ça c'est quelque chose, c'est un conseil dont on a déjà parlé pendant nos cours de traduction de thèmes, c'est que le français c'est une langue moins terre à terre que le russe. Le russe c'est vraiment tac 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 tac, c'est une langue terre à terre, alors qu'en français on parle beaucoup en figure de style, ou bien on dit des choses qui parfois n'ont pas vraiment de sens, mais qui quand on y réfléchit sont un peu bizarres. Par exemple, en français on dit j'attends mon bus, ou j'ai raté mon avion. Mais en soi, ou je prends mon train dans 5 minutes. Mais en soi, tout ça, c'est pas mon bus à moi. Je suis pas le propriétaire de
de la compagnie aérienne, de la SNCF ou de la compagnie de bus, ni du bus. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est pas mon bus, ni mon train, ni mon avion. Mais on l'emploie quand même par abus de langage. Enfin, je sais même pas si c'est un abus de langage, tellement que c'est rentré dans notre manière de parler. Mais toujours est-il qu'en russe, on va pas vraiment. On va être plus terre à terre. J'ai raté le bus, j'ai raté le train, j'ai raté l'avion. Et bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour dire qu'en fait, lorsqu'on a une phrase française avec des petites choses comme ça, avec beaucoup de ce qui semble être un peu des exagérations, des abus de langage, des figures de style, tout simplement, euh, eh bien, il faut d'abord simplifier la phrase française, donc la rendre vraiment information concise, le sens le plus basique de la phrase, et ensuite la traduire en russe. Donc là, c'est ce qui a été fait. On a enlevé le que j'ai au monde parce qu'en fait, dire le meilleur ami que j'ai au monde, en fait, c'est vraiment juste dire que c'est le meilleur ami. C'est voilà, c'est ça l'idée de la phrase, que l'esprit de cette phrase. Et donc, Moj samый лучший друг, ça a été la meilleure manière de le retranscrire. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai une autre excuse. У меня есть еще одно оправдание. Donc, bon, du coup, ça fait référence à ce qu'il y avait plus haut par rapport à. On va reprendre. Hein. J'ai une excuse sérieuse. Donc, skажу в оправдание, c'est ce qui a été fait par la traduction officielle. Et ils ont décidé de mettre и еще. Alors, en russe, à l'écrit, on met pas forcément les yo. Hein, on met pas les. On écrit les yo comme des yé. On en avait parlé. J'en ferai peut-être une vidéo un de ces quatre pour expliquer, ou un petit post par-ci par-là. Mais bon, Yisho, et encore, parce qu'en fait, l'idée c'est quoi? C'est que ce qui a été dit, c'est que la traduction officielle tout à l'heure, elle disait je dirais comme justification, nanana, nanana, et encore, Yisho. Donc c'est pour ça que c'est ça qui a été choisi. Nous, étant donné qu'on a choisi de calquer un peu plus la phrase française, у меня есть еще одно оправдание. Одно ou bien другое. Hein? У меня еще, у меня есть, у меня другое. У меня другое. Оправдание. Оправдание. J'ai une autre excuse, j'ai une autre повод. Другой повод. Другой повод. Oui. Moi, par rapport à ce que j'ai proposé au-dessus, enfin, de ce que j'aurais traduit moi si j'avais été tout seul face à ce travail, comme je dis au-dessus, j'ai mis у меня свои причины, свои поводы. Voilà, j'ai mes raisons. У меня свои поводы. Еще повод peut-être. Еще повод. Et encore une raison. Et encore une excuse. Oui. Еще другой повод. Еще другой повод. Еще другой повод. Ouais, là j'hésiterais entre mettre другой ou pas. C'est comme ça que je l'aurais traduit. Mais bon, référons-nous toujours à la traduction officielle и еще. Donc, j'ai une autre excuse. Cette grande personne, donc еще, hein, ça veut dire encore. Еще, c'est un adverbe qui signifie encore. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre. Donc, ça je l'ai pas mis en gris, mais tac, voilà. Cette grande personne peut tout comprendre. La traduction officielle c'est он понимает всё на свете. Donc ici c'est pas un yé, c'est un yo. Hein. Donc он понимает всё на свете. Et donc ce que vous avez proposé deux possibilités. Этот взрослый может всё понять ou понимать. Donc hésitation entre le perfectif et imperfectif.
И этому взрослому можно все понимать. Donc là encore, c'est plus все que все. Bon, je vous expliquerai pourquoi dans un autre cours, ou réexpliquerai plutôt. Donc, этот взрослый может все понять. Déjà, pour trancher, moi je mettrai понимать plutôt que понять, parce que ici on fait le choix de l'imperfectif et pas du perfectif. Si on avait mis понять, ça veut dire comprendre une seule fois. Il peut tout comprendre, mais juste une seule fois. Après, il comprend plus rien. Ce serait plus ou moins ça le sens. Alors qu'avec он может все понимать, il peut tout comprendre. Bah, понимать, il y a l'idée de durée. Donc, qu'il ait quelque chose à comprendre maintenant, demain et après-demain, bon, bah, comme il peut tout comprendre, il le comprendra. Tant qu'il peut tout comprendre. En espérant que vous comprenez ce que j'explique. Non, bon. Toujours est-il que ici, vaut mieux choisir l'imperfectif parce que il y a l'idée de durée, alors qu'avec le perfectif, elle n'y serait pas. Donc, понимать. Этому взрослому можно все понять. Понимать, pardon. Donc, si vous avez choisi d'utiliser le datif, donc à lui, il est possible de tout comprendre. Pourquoi pas? Этому взрослому можно все понимать. Oui, pourquoi pas? Ouais, les deux phrases il n'y a pas de contresens ni avec l'une ni l'autre. Et maintenant, pour analyser ce qui a été fait par l'édition russe, par le traducteur, je dis officiel, mais en fait, voilà, c'est simplement que bah, c'est passé par sûrement plusieurs traducteurs et des relectures. C'est pour ça que je dis officiel pour simplifier. Mais je veux dire, il y a peut-être d'autres maisons d'édition russes qui l'ont traduite, cette œuvre, qui ont traduit ce livre, et qui ont fait d'autres choix. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de traduction officielle, c'est plus la traduction choisie par l'édition ou le choix du traducteur. Mais bon, on dit officiel pour faire plus simple. La traduction officielle, donc c'est on понимает всё на свете. Donc au lieu de répéter этот взрослый, donc cette grande personne, ce qui est d'ailleurs le cas en français, les traducteurs russes ont préféré juste mettre on, donc il. Pourquoi ce choix? Pourquoi s'être éloigné du texte français alors que il n'y avait rien qui ne les y forçait? En français, bon, c'est ma théorie, après on peut en discuter, mais en français, le fait de répéter comme ça, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir une langue un vocabulaire très varié, donc le fait d'éviter les répétitions, ça fait, on va dire sérieux, ça fait adulte, justement. Lorsque l'on parle, idéalement, on devrait éviter les répétitions. Alors que, justement, un enfant, comme il a un vocabulaire un peu plus limité, et une syntaxe, il en est de même pour la syntaxe, eh bien, il va être amené à faire des répétitions. Et ça fait partie de l'esprit du texte. C'est comme ça qu'on comprend que c'est un texte un peu enfantin. C'est parce que il y a justement des petites erreurs comme ça, mais qu'en sont pas vraiment quand on comprend l'audience à laquelle est destiné ce livre. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse, cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour les enfants, même les livres pour enfants. Celui-là, c'est... On s'imagine bien que c'est un enfant qui parle comme ça, et en français, c'est assez clair. Et moi, ce que je pense, c'est que en russe, c'est... même si, bon, je pense que les enfants russes, ils n'ont pas d'avance dans leur développement par rapport aux enfants français, qui fait que ils vont plus rapidement limiter les répétitions dans leur manière de parler. Mais je pense que simplement qu'en russe, le fait d'utiliser des répétitions pour faire comprendre que c'est comme si c'était un enfant ou destiné à des enfants,
comme si c'était un texte destiné à des enfants, ou bien un texte écrit par un enfant. Euh, je pense que pour les Russes, ça fait un peu plus étrange que pour nous les Français, enfin pour des francophones. Et je pense que c'est pour cette raison-là que les traducteurs ont voulu enlever la répétition. C'est parce que, euh, même s'il n'y a rien qui les en a empêchés, ça ferait bizarre et ce serait pas aussi compréhensible, ce serait pas aussi bien compris par un russe un russophone qu'un francophone. Donc, on понимает всё, donc pour le всё, on est d'accord. Alors là, ils ont choisi de mettre понимает plutôt que может всё понимать. Donc, il comprend tout plutôt que il peut tout comprendre. Euh, Là, je mettrais ça sur le dos du caractère terre-à-terre de la langue russe. Si cette grande personne peut tout comprendre, bon, bah, ça veut dire qu'elle comprend tout. À moins que dans le texte, dans la suite du texte, je sais pas, on parle de elle peut tout comprendre, mais elle ne veut pas tout comprendre. Bon, ce qui n'est pas le cas de la suite. Hein. C'est juste cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. Donc il n'y a pas de dualité entre la possibilité et la volonté. Je veux dire, c'est pas ce que transmet le texte. Le texte dit juste qu'il peut tout comprendre. Il a la capacité de tout comprendre. Et a priori, il n'y a rien qui l'empêche de l'exercer. Je veux dire, voilà, il n'est pas contre tout comprendre, donc il comprend tout, pour simplifier. Donc, on понимает, il comprend tout. Et ensuite, là, le traducteur a rajouté на свете. На свете, c'est всё на свете, c'est littéralement tout dans le monde, tout sur Terre. Et, c'est pas une expression russe. Hein. Je veux dire, c'est pas une expression idiomatique ou quoi que ce soit. Et pour le coup, bah, ça pourrait. Bon, peut-être que je vais loin dans l'explication, mais pour le coup, je pense que le fait d'avoir enlevé la répétition donc de cette grande personne en le remplaçant par on, bah, du coup, le traducteur a été conscient qu'on a perdu un peu du caractère enfantin du texte, enfin de ce que transmettait cette répétition un peu maladroite, mais voulue, de l'auteur. Et donc, il a décidé d'ajouter une figure de style. Il comprend tout dans le monde, qui, même si elle n'était pas là dans le texte initial, hein, cette grande personne peut tout comprendre, on ne parle pas de tout dans le monde, eh bien, le fait d'ajouter cette figure de style, cette hyperbole, cette exagération, eh bien, je pense que ça ajoute un caractère un peu enfantin, un peu irréaliste à la chose, ce qui ramène le curseur et permet quand même à un russe de comprendre que c'est un caractère детский, un caractère pour enfant. Он понимает всё на свете. Il comprend tout dans le monde. Donc cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants, даже детские книги, ou bien книжки. Le traducteur russe a choisi книжки, donc même les petits livres pour enfants, voilà, sachant que книжка, c'est un diminutif qui n'a pas forcément le sens de petit. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. C'est comme quand on parle de... je sais pas moi... je vais dire les petits oiseaux. Quand on parle des petits oiseaux, par exemple, là, les petits oiseaux chantent. Bon, ça peut désigner leur caractère qui est petit, mais il y a aussi un aspect affectif quand on dit les petits oiseaux, ou le petit chien, il est beau le petit chien. Si vous voulez, ça qualifie pas seulement la taille, ça qualifie voilà, un certain lien affectif et ou une certaine, on va dire, douceur dans le parler, si vous voulez, d'employer des mots comme ça. Et donc c'est ça l'idée derrière knижка, derrière kнижки. C'est pas forcément la taille du livre, c'est plus un caractère affectif. Mais bon, à la rigueur, c'est plus du détail ce que je vous explique là. Servez-vous-en pour mieux comprendre
le fait que les Russes utilisent souvent des diminutifs, même pour les noms, ce que nous on fait jamais en français. On va pas dire, par exemple, une table, stol. En russe, ils vont dire stolik ou stolik. Une petite table, comme si la table, voilà, elle était, mais pas forcément pour dire qu'elle est petite, pour ajouter un caractère affectif. Bon. Mais on sort du sujet initial. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. Даже детские книжки, pardon. Donc on en a fini avec ce que vous m'avez envoyé. Donc pour conclure, c'était quand même, vous avez bien fait. N'oubliez pas de traduire l'intégralité du texte, hein, même le A Léon verte. Et non, sinon vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas fait d'erreur de grammaire. Il n'y a pas de faute ni quoi que ce soit, de problème avec les cas ou les conjugaisons. En fait, vous êtes sur la bonne voie parce que les seules choses qu'il y a à redire, c'est finalement des choses où même moi, je n'ai pas forcément raison à chaque fois. Quand je vous donne ma traduction, il diffère à certains points, sur certains vers, sur certaines parties de la traduction officielle, sur laquelle on se base du moins. Et donc, finalement, c'est simplement un travail de ressenti. C'est un travail de bien ressentir la langue russe, de bien comprendre l'âme russe, l'esprit russe, pour être capable de produire des traductions comme le ferait un russe dans sa langue natale, comme un russe s'exprimerait naturellement en russe. Et ça, c'est du travail, mais je veux dire, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est un travail qui se fait, c'est un travail de longue haleine, hein, qui se fait sur toute une vie, le fait de comprendre une langue sur des points, on va dire, sur des choses qui sont même de l'ordre de l'inconscient. On a lu tellement, on a écouté tellement de russe, on a regardé tellement d'œuvres différentes en russe, que inconsciemment, on a les réflexes. Bon, mon ordinateur a presque plus de batterie, donc je vais terminer la vidéo. Dans la description de la vidéo, pour terminer rapidement, je vais mettre en pause et je vais faire ça après. Bon, ça y est, j'ai rebranché mon ordinateur, du coup je peux conclure. Dans la description de la vidéo, je vous mets un lien vers le programme qui s'appelle, c'est même pas un programme, c'est au-delà de ça, vers mes cours qui s'appellent 230 heures. Alors pour vous expliquer en 2 mots, là, ce qu'on a fait, c'est quoi ? On a passé une quarantaine de minutes à travailler un texte, à travailler, à corriger ce que m'ont proposé mes élèves. Et maintenant, imaginez que ce à quoi vous venez d'assister là, ça dure pas 40 minutes, mais 1 heure, 1h15, vu que c'est généralement le temps que durent mes cours, et qu'il n'y en ait pas qu'un seul, comme vous venez de le voir là, mais 230. Et c'est exactement ce que je vous propose, c'est-à-dire que dans la description, à l'époque, quand on était arrivé aux alentours des 100 cours, j'appelais ça 100 heures de cours. Là, comme il y en a 230, forcément j'ai changé le nom. Mais si vous allez regarder la vidéo de présentation, désolé pour le bruit à côté, vous m'entendez quand même, c'est le principal. Si vous regardez dans la vidéo de présentation, je parle de 100 heures, parce que j'avais filmé la vidéo il y a pas mal de temps, mais toujours est-il qu'il y a bien 230 heures de cours, même plus en fait, parce que c'est 230 cours, sachant que chaque cours dure quand même un peu plus d'1 heure, on dépasse souvent, on est peut-être autour des 250. Donc imaginez ce à quoi vous venez d'assister là, mais pendant 250 heures, et sur des sujets variés, on ne fait pas que de la traduction, on analyse des chansons, on analyse des affiches publicitaires russes, on analyse des pancartes, des affiches soviétiques, vous savez, de propagande ou non, pas forcément, les affiches soviétiques. On travaille aussi sur forcément de la grammaire, on fait, c'est quand même le squelette de la langue, donc on la travaille aussi. On fait du vocabulaire, bref, c'est vraiment des cours variés où on touche à un maximum de thèmes. Et là, vous voyez, le travail qu'ont fait mes élèves, il a été fait de manière autonome. J'ai pas
participé je les ai pas aidés pour faire ça. Ils ont fait ça tout seuls. Ils se sont réunis là dimanche dernier. Et c'est d'un très bon niveau. Et donc si vous aussi vous souhaitez rejoindre l'aventure et accéder à ces plus de... je vais aller à la base, je vais dire 230 heures de cours, eh bien vous avez toutes les informations sous la vidéo. Sachez que pour l'instant je n'ai pas modifié le tarif de cette offre. C'est-à-dire que c'est le même depuis que ça a été lancé, hein, quand on était au tout début, je crois que c'était en octobre 2021 peut-être, ou ouais, octobre 2021 je pense, où j'ai lancé justement cela. Le tarif n'a pas changé, je ne l'ai pas augmenté, mais là, entre tout ce qui s'est passé depuis, tous les cours, tous les supports, toutes les fiches récapitulatives, tous les supports, tous les audios qui ont été ajoutés, je vais augmenter le tarif, je vais le modifier. Pas tout de suite, je ferai une annonce officielle en vidéo. Mais voilà, sachez que si vous souhaitez, si vous y réfléchissez déjà depuis un temps, c'est peut-être le bon moment parce que je vais faire évoluer le tarif en fonction justement de l'évolution des cours qui a été effective depuis le début, depuis octobre 2021. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé le cours jusqu'au bout. J'espère que vous avez quand même pu en tirer quelque chose, même si le niveau est peut-être un peu avancé pour si vous êtes débutant. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo, dans les commentaires, ou à m'écrire. Hein. Vous trouverez facilement mon adresse mail sur cette chaîne. C'est pas un secret. Et en attendant, je vous laisse vaquer à vos occupations. J'espère apprendre le russe. Et sur ce, je vous dis donc, paka paka.